Bonjour ou bonsoir, il va de soi. Monsieur Mamoudou Diallo, professeur certifié de technique économique, qu'on appelle sciences économiques et sociales, communément appelé en L2 économie générale. Excusez-moi, mais j'aimerais poursuivre un peu mes vidéos, toujours par rapport au programme de Terminal L2. Voilà, la dernière vidéo portait sur les concepts de base de la croissance économique. Je suis donc le programme en fonction des parties et sous-parties. J'avais précisé que la troisième sous-partie de la section 1 devrait porter sur les facteurs. Mais avant d'en arriver là, je termine la deuxième partie concernant la mesure de la croissance, au-delà de la définition et des concepts. La mesure constitue la partie suivante. Je disais à la fin de l'autre vidéo que la croissance étant un phénomène purement quantitatif, on est censé donc pouvoir la mesurer. Pour mesurer cette croissance économique, on se servira d'indicateurs tels que le taux de croissance. Ce taux de croissance peut être un taux de croissance annuel noté TC, grand T, grand C, ou un taux de croissance annuel moyen noté TCAM. Voilà. Réellement, pour mesurer la croissance économique, on se servira du TC ou du TCAM, du PIB, du PNB ou du PNB réel par habitant. Le PIB et le PNB aussi sont exprimés en valeur constante. On revient tout à l'heure à la fin de la vidéo sur les notions de PIB réel, de PIB nominal, etc. Du coup, pour mesurer réellement la croissance, on se servira du TC ou du TCAM, du PIB réel, du PNB réel ou du PNB ou PIB réel par habitant. Voilà. Pour commencer, le PIB, c'est le produit intérieur brut, qui est un agrégat qui permet de mesurer la quantité de richesse créée par les résidents d'une économie. Quand on dit les résidents, ça veut dire que les étrangers comme les Sénégalais qui vivent au Sénégal participent à la création du PIB. Ce sont les richesses créées par tous ceux qui résident dans le territoire. Être un résident au Sénégal, c'est réaliser ses activités dans le territoire pendant au moins un an. Donc le critère de résidence se différencie de la nationalité juridique. Je veux dire par là qu'un Gambien sera un résident sénégalais lorsqu'il réalise ses activités au Sénégal pendant au moins un an. Pourquoi? Parce qu'il n'intéresse pas l'économie gambienne ni de par sa production ni de par sa consommation. Il produit dans l'économie sénégalaise et il réalise ses dépenses de consommation au Sénégal. Donc son centre d'intérêt étant au Sénégal, il devient un résident sénégalais. Voilà, et ce PIB, pour le calculer dès la classe de seconde déjà, on retient fondamentalement trois formules. La première formule du PIB, ça commence par la première activité qui constitue la production. À l'occasion de cette activité, on a ce que l'on appelle la valeur ajoutée.
La valeur ajoutée étant la contribution des unités productrices dans la richesse créée. L'apport de chaque unité. Si on dit apport, c'est une contribution. Parce qu'en fait, la plupart des activités de production requièrent l'utilisation de matières premières. Et quand on réalise une production globale, il faut tenir compte des consommations intermédiaires pour connaître la valeur ajoutée. Les consommations intermédiaires étant l'utilisation des matières premières ou en tout cas l'utilisation d'autres produits pour fabriquer des produits finis ou semi-finis. Naturellement, ce sont les matières premières qui sont le plus transformées en produits finis ou semi-finis. Donc, l'utilisation des matières premières pour fabriquer des produits finis ou semi-finis constitue une consommation intermédiaire. Il faut distinguer maintenant la consommation du bien consommé. Voilà, la consommation, c'est l'acte qui consiste à utiliser un bien. Cette consommation peut être finale ou intermédiaire. Les intermédiaires, lorsqu'elles portent sur les matières premières transformées en produits finis dans le processus de production. Du coup, ces produits consommés qui sont fournis par d'autres entreprises doivent être un peu... La valeur de ces produits doit être enlevée de la production globale pour avoir la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, par principe, on prend la production totale, on enlève les consommations intermédiaires et on a ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Voilà. Cette valeur ajoutée, il suffit d'augmenter les droits de douane qui sont des taxes payées sur les produits importés. Un produit étranger qui entre dans le territoire sera taxé et ces taxes-là sont appelées droits de douane. Voilà. Mais aussi, il faut ajouter ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée. La TVA est un impôt indirect payé par les consommateurs à l'occasion de l'utilisation des produits. Maintenant, c'est un impôt indirect parce que tout simplement, le consommateur, lui, il ne va pas payer à l'État directement comme un impôt sur le salaire ou un impôt sur les bénéfices des entreprises. C'est ce qu'on va appeler plus tard dans le dernier chapitre, impôt direct. Un impôt direct est celui qui est payé par l'agent directement à l'État. C'est le cas des impôts que l'on paye sur nos salaires. C'est le cas des impôts que les entreprises payent sur leurs bénéfices. Voilà. Mais la TVA est un impôt indirect parce que c'est en consommant, c'est en réalisant des dépenses qu'on paye la TVA sans le savoir. Si vous payez une facture d'électricité pour une valeur de 100 000 francs, la TVA c'est 18% de cette facture. Ça veut dire que si on paye 100 000 francs à la Sénélec va encaisser 100 000 moins 18 000. Pour elle-même, et les 18 000 seront reversés à l'État. Et là-bas, on ne va pas entrer dans des détails, on parlera de TVA déductible, de TVA non déductible. Quand l'entreprise supporte une TVA, elle doit la déduire de ses ventes. Elle va surfacturer cette TVA. La TVA non déductible, c'est celle que l'entreprise est tenue de reverser à l'État. Voilà. Donc la première formule du PIB, c'est somme des valeurs ajoutées plus droits de douane plus TVA, ce qu'on appelle le PIB sous l'optique du produit. Sous cette même optique, on peut aussi faire la somme des valeurs ajoutées marchandes et des valeurs ajoutées marchandes, non marchandes, j'allais dire. C'est une formule un peu rare, mais qui existe. La valeur ajoutée marchande étant celle du secteur privé, si je peux l'appeler ainsi, et la valeur ajoutée non marchande est celle des deux administrations. L'administration publique, l'État, ses démembrements, et l'administration privée. Voilà. Beaucoup d'élèves aussi confondent l'administration privée au secteur privé. L'administration privée, ce sont les ASC, les partis politiques, les syndicats de travailleurs, les ONG, les couvents, les communautés religieuses, voilà, qui réalisent une production non marchande. Une production est marchande lorsque le produit est vendu à un prix
supérieur au coût de production, c'est-à-dire que lorsque le producteur parvient à gagner des bénéfices après avoir vendu le produit, ce produit devient un produit marchand. Mais la production des administrations publiques comme privées est une production non marchande parce que cette production est fournie gratuitement ou quasi gratuitement. Gratuitement, ça veut dire qu'on ne paye pas. Vous prenez le cas d'une école publique, les élèves ne paient pas à la fin du mois, différemment d'une école privée, qui est une production marchande. Si vous prenez le cas, par exemple, des hôpitaux publics, même si vous payez la consultation, mais ce que vous déboursez, c'est juste une contribution. Ça ne peut pas construire l'hôpital, payer les médecins, etc. C'est l'État qui construit les locaux et c'est l'État qui paye les médecins. Seulement, cette contribution des patients permettra à l'hôpital de prendre en charge certaines dépenses, le cas du gardiennage, le cas du nettoiement, entre autres charges. C'est pareil que quelqu'un qui va à la mairie pour avoir un extrait, vous payez 200. Ce n'est pas la valeur d'un extrait. Ce n'est pas avec ces 200-là qu'on va construire la mairie ou payer les travailleurs. Comprenez par là que c'est une contribution, mais ce n'est pas quand même un service marchand. Voilà. Confusion parce que parfois les élèves, quand on vous dit à Dalal Jam, vous payez la consultation 10 000, ils pensent que c'est marchand dès qu'il y a de l'argent. Non, ça ne peut être marchand que lorsque le vendeur, enfin, le producteur gagne des bénéfices. Et l'État, les deux administrations, j'allais dire, n'ont pas pour objectif de réaliser des bénéfices. Voilà, et d'ailleurs la production non marchande est évaluée à partir des coûts de production, puisque ce n'est pas une production qui est vendue, donc on l'évalue à partir des charges supportées, ce qui fera la différence entre un PIB au coût des facteurs et un PIB au prix du marché. Ce n'est pas carrément notre objectif ici. Ce PIB peut aussi être calculé à partir d'une optique qu'on appelle l'optique du revenu. C'est-à-dire que les biens ou services qui sont produits seront transformés en revenus naturellement. Du coup, on peut passer du PIB sous l'optique du produit au PIB sous l'optique du revenu. Et sous cette optique-là, ça révèle un peu la répartition primaire du revenu entre les contribuables, ce qu'on appelait la première distribution du revenu. Tout en sachant que la seconde distribution, qu'on appelle aussi redistribution, est réalisée par l'État, qui va peut-être redistribuer le revenu en faveur des couches les plus défavorisées ou des inactifs. Le cas des élèves étudiants qui ont besoin de bourse, des chômeurs qui ont besoin d'allocation, des enfants qui ont besoin d'allocation familiale, des retraités qui ont besoin de pension, etc. L'État va se charger de redistribuer le revenu. Mais dans la première distribution du revenu, cette première répartition ou répartition primaire répond à des critères purement économiques. Là, elle bénéficie aux contribuables, les salariés qui gagnent des salaires, l'État qui prélève des impôts liés à la production, mais aussi accorde des subventions, et les investisseurs qui bénéficient de l'excédent brut d'exploitation. Donc là, le travailleur qui fournit son énergie, sa force de travail va bénéficier d'un salaire. C'est la contrepartie. L'État qui met sur pied le cadre macroéconomique, qui construit des infrastructures indispensables aux activités économiques, bénéficie des impôts, mais l'État va reverser des subventions pour assister certaines sociétés qui fournissent des denrées stratégiques comme le gaz au Sénégal, comme le riz, l'électricité. Voilà, c'est des subventions. C'est l'État qui, en retour, va accorder, va peut-être soulager ses producteurs, notamment lorsque les coûts de production augmentent, ou parfois pour éviter une augmentation des prix de certaines denrées de première nécessité, l'État peut accorder des subventions. Voilà, et la troisième optique pour calculer le PIB, c'est l'optique des dépenses. Ce qui est produit est transformé en revenu et ce revenu-là est consacré à des dépenses. C'est logique que les trois optiques nous permettent d'avoir le même PIB.
Voilà. Donc, sous l'optique des dépenses ou de la demande, comme on le dit, parce que quand on dépense, on réalise une demande sur le marché. C'est le PIB calculé en faisant consommation finale, formation brute de capital fixe, variation des stocks, exportation moins importation. Bon, cette formule vient évidemment de l'équation d'équilibre fondamentale sur biens et services. Production plus importation égale consommation plus investissement plus exportation. Comme je n'ai pas de tableau, je le ferai plus tard. À partir de cette formule d'équation d'équilibre fondamentale sur biens et services, on parvient à retrouver la formule du PIB sous l'optique des dépenses. À côté du PIB, on a le PNB. Le PNB, c'est le produit national brut qui représente la valeur totale des richesses créées par les nationaux qui vivent dans le territoire ou à l'étranger durant l'année. Et ce PNB-là est obtenu à partir du PIB parce que le PNB égale au PIB plus revenu des facteurs reçus de l'extérieur, moins revenu des facteurs versés à l'étranger. Les revenus des facteurs, les facteurs c'est le travail et le capital, ce soit des salaires ou des bénéfices perçus par des entreprises. Voilà. Il faut donc prendre le PIB, toutes les richesses créées dans le territoire, ajouter les revenus des Sénégalais ou des entreprises sénégalaises qui réalisent leur activité à l'étranger, enlever les revenus des étrangers ou des entreprises étrangères exerçant dans le territoire, ce qui nous permet d'avoir PIB égale à PNB plus solde des revenus des facteurs avec l'extérieur. Ce solde-là, c'est les revenus reçus moins les revenus versés. Voilà. Le PIB et le PNB sont principalement les deux indicateurs utilisés, les deux agrégats utilisés pour mesurer la croissance. À ce niveau, j'ai insisté sur le concept de PIB réel ou de PNB réel. Parce qu'en fait, il y a un problème qui se pose. On dit que les agrégats sont évalués à prix courant, ce qui pose un problème de comparaison dans le temps à cause de l'inflation. L'inflation étant la hausse généralisée des prix. Cette hausse du niveau général des prix a tendance à réduire le pouvoir d'achat et à détériorer les conditions de vie. Et pour ne pas aussi se tromper sur réellement l'augmentation ou la diminution de la quantité de richesse, on est obligé de calculer le PIB réel. Quand on parle de PIB réel, c'est un PIB, une quantité de richesse qui est dépourvue d'inflation. C'est-à-dire qu'il faut enlever la hausse des prix pour voir réellement si la quantité de richesse a augmenté ou diminué. J'ai l'habitude de faire une comparaison. Quand je choisis 100 cahiers, en 2000, je produis 100 cahiers au prix de 200 francs, ça me donne 20 000. En 2020, par exemple, 20 ans après, je produis 80 cahiers seulement, mais au prix de 500 francs, ça me donne 40 000. J'ai l'impression que 40 000 est supérieur et ça fait 2 fois 20 000 en termes de valeur nominale. Valeur nominale, pourquoi? Parce qu'évaluée au prix courant. Je disais qu'en 2000, le prix courant, c'était 200 francs le cahier. Donc, les 20 000 que j'obtiens, c'est une valeur nominale. C'est un PIB. Enfin, si le PIB était constitué de cahiers, j'allais dire c'est un PIB nominal qu'on appelle PIB à prix courant, qu'on appelle PIB en valeur ou au prix du marché. Mais si je viens en 2020, je n'ai créé que 80 cahiers. Mais au prix de 500 francs, le prix de 500, c'est le prix courant de 2020. Ce prix courant permet d'avoir 40 000 en termes de valeur nominale. Donc le PIB, en termes de cahiers, c'est 40 000. On a l'impression qu'on a doublé la quantité de richesse créée. Mais en réalité, si on élimine les prix et on revient sur les quantités, on voit que 80 cahiers est inférieur à 100 cahiers. Donc, normalement, le nombre de cahiers, la quantité de richesse réelle créée n'a pas augmenté, mais a diminué. Mais quand on utilise 20 000 et 40 000, on se rend compte que, voilà, on a l'impression que
le nombre de cahiers a doublé. C'est lié à l'inflation. On dit que l'inflation crée une illusion. Pour éviter cette illusion, il faut utiliser ce qu'on appelle l'indice déflateur du PIB. Cet indice-là, déflateur, a pour rôle de supprimer l'effet de la hausse des prix sur le PIB nominal pour avoir un PIB réel, appelé PIB en volume ou PIB à prix constant ou PIB déflaté. Pour mesurer réellement la croissance. Voilà. L'indice donc permet de supprimer l'inflation sur le PIB nominal, appelé PIB en valeur ou à prix courant ou PIB au prix du marché, pour avoir un PIB réel, appelé PIB à prix constant ou PIB en volume ou PIB déflaté qui est dépourvu d'inflation. Voilà. Et pour avoir la formule en fait pour calculer le PIB réel, on fait PIB nominal sur indice déflateur multiplié par 100. Et cet indice déflateur-là joue le même rôle que l'indice synthétique des prix à la consommation. Si donc on dispose des prix, on parlera d'indice des prix à la consommation en faisant prix courant sur prix constant fois 100. Si on dispose de PIB, on parlera d'indice déflateur du PIB. PIB courant sur PIB constant fois 100, ainsi de suite. Voilà. Et le taux de croissance, si je reviens un peu en arrière, annuel, appelé TC, permet de mesurer une évolution entre deux dates. Une évolution tout court. Évolution, ça veut dire la grandeur peut passer de 100 à 150. J'aurai comme valeur de départ 100, comme valeur d'arrivée 150. Et le taux de croissance se calcule en faisant valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100. Ce qui me permettra d'avoir 50%. Je dirais entre 2000 et 2020, par exemple, le PIB du Sénégal a connu une hausse de 50%. Par contre, si entre 2000, bon, je me suis trompé en tantôt en disant entre 2000 et 2020, ça peut être entre 2000 et 2001 ou 2000-2002, voilà. Bon, là, les gens ne sont pas tout à fait d'accord sur le fait peut-être de calculer le taux de croissance sur une période qui dépasse un an, mais c'est bien possible. On peut avoir besoin d'un taux de croissance sur 2 ans, sur 3 ans, c'est pas méchant. On dit maintenant qu'au-delà de 4 ans, 5 ans, il est préférable, dans l'épreuve qu'on conçoit, il est préférable de demander un TECAM, mais à chaque fois qu'on vous demande de mesurer une évolution ou de calculer une évolution ou de calculer le taux de croissance, il faut appliquer le TC. Voilà, sur 2 ans, entre 2000 et 2002, je peux dire que le PIB a augmenté de 50%, pourquoi pas. Voilà. Seulement si n égale à 1, le taux de croissance sera égal au TECAM. Mais si n est supérieur à 1, à partir de 2, etc., le TC est différent du TECAM. Parce que le TC va mesurer l'évolution globale pour toute la période. Elle peut être de 1 an, de 2 ans, 3 ans maximum, ça dépasse rarement les 3 ans. Alors que le TECAM mesure toujours l'évolution en moyenne par an. C'est ce qui fait leur différence. Le TECAM donc est un indicateur qui permet de mesurer l'évolution d'une grandeur en moyenne par an, en moyenne pour chaque année sur une longue période, comme on le précise, sur une longue période. C'est pourquoi d'ailleurs on utilise le TECAM pour apprécier le train, qui est la tendance à long terme d'un phénomène économique mesurable par le TECAM. Et pour calculer le TECAM, on met valeur d'arrivée sur valeur de départ, le tout à la puissance 1 sur n, n étant le nombre d'années, moins 1 fois 100. Voilà. Donc, j'insiste pour dire que le taux de croissance TC mesure une évolution globale pour toute la période considérée. Elle est généralement de 1 an, ça peut être de 2 ans, de 3 ans, peu importe. Et le TECAM, lui, permet de mesurer l'évolution en moyenne pour chaque année, quelle que soit la période. Même si c'est une période de 20 ans, le résultat qu'on aura si on obtient 5%, ça veut dire entre 2000 et 2020,
le PIB du Sénégal a connu une hausse annuelle moyenne de 5%. Voilà. Je pense que vous faites bien la différence entre le TC et le TECAM, entre le PIB nominal et le PIB réel. Voilà, ce qui nous permet de calculer le taux de croissance économique. J'insiste pour dire que le taux de croissance économique est calculé réellement en utilisant le TC ou le TECAM du PIB réel. Maintenant, par rapport aux questions, vous aurez quand même le tic de constater qu'au niveau de la question, il y a déjà une différence. Quand on dit mesurer l'évolution tout court, on fait allusion au TC pour le moment parce qu'on n'a pas encore fait la méthodologie ensemble. Lorsqu'on dit mesurer l'évolution annuelle ou en moyenne, on fait allusion au TECAM. Voilà. Et d'ailleurs, si la période égale à 1 an, si vous remplacez 1 sur n, vous remplacez n par 1, vous allez retrouver la formule du TC. Donc le TC et le TECAM sont les mêmes si n égale à 1. Si n est supérieur à 1, le TC mesure l'évolution globale pour la période considérée, alors que le TECAM mesure toujours l'évolution en moyenne pour chaque année sur la période. Voilà, donc je préfère m'arrêter là par rapport à cette vidéo. Et nous allons continuer au niveau des facteurs pour la prochaine vidéo. Voilà, bonsoir.